dans le soin avec Éric Fiat, philosophe. Elles se tiendront en présentiel le lundi 18 octobre 2021 à l'Amphi du Guy, à la faculté de droit de Bordeaux, site Péberlan. Les inscriptions seront ouvertes cette semaine. Je donne à présent la parole au professeur Bloch en sa qualité de modérateur afin de présenter cette rencontre et nos intervenants. Merci Sébastien, donc je prends le relais. Bonsoir à toutes et à tous, merci de votre présence. Juste quelques mots pour vous rappeler, pour que tout ceci fonctionne du mieux possible. On vous demande d'éteindre vos micros, sauf évidemment à la fin si vous souhaitez poser une question. Sinon tout ceci devient un petit peu compliqué. Vous pouvez réagir en direct aux propos de nos deux interlocutrices de ce soir en passant par le chat, c'est-à-dire le petit onglet discussion. Vous pouvez poser vos questions. Je me charge de les relayer et de les choisir parce que parfois plusieurs questions reviennent et donc je ne vais pas poser 3 ou 4 fois la même question. Donc on aura un temps d'échange et de parole à la fin de cette soirée. Dans un premier temps, donc Véronique Averrousse va prendre la parole pour nous expliquer un petit peu d'où vient cette réforme et les lois bioéthiques, car on en entend beaucoup parler, mais finalement on ne sait pas forcément de quoi il s'agit et la façon dont elles sont révisées de manière régulière, avec une fréquence qui, elle, n'est pas celle qui était peut-être initialement prévue. Et puis ensuite, Bérangère Legros entrera dans les points principaux de cette loi pour vous la présenter, car souvent on en a une connaissance qui est très superficielle, qui est un peu médiatique. Certains points ont été mis en lumière et d'autres ont été laissés un peu de côté sans pour autant qu'ils soient très importants pour les questions qui peuvent se poser d'un point de vue éthique et sociétal. Alors, sans plus attendre, pour qu'on commence tout de suite, donc je vous rappelle que tout ceci est enregistré. Donc voilà, c'est précisément pour ça que je vous dis ça, c'est pour éviter ce genre de choses. Donc on a quelqu'un qui, hop, voilà, donc je suis obligé d'enlever le partage. Donc attention à ce que vous faites, hein, parce que je répète que tout ceci peut se voir. Bérangère ou Véronique, voilà, Véronique, je te vois, je te remercie de ta présence et puis je te laisse ouvrir ton micro pour commencer cette soirée. Bonjour à tous, merci Laurent. Je souhaite remercier particulièrement Monsieur Sébastien Clément pour son invitation. L'ERENA se réjouit d'être partie prenante des rencontres d'Hippocrate que LEH organise en collaboration régulièrement, en collaboration donc, comme Sébastien l'a dit tout à l'heure, avec les facultés de médecine et de droit et l'ordre des médecins. Alors, je remercie aussi le professeur Bernard Biulac, qui est absent ce soir, directeur de notre site, de l'ERENA site Bordeaux, pour la confiance qu'il m'accorde en me demandant de le remplacer. Retenu à l'Académie de médecine, il regrette de ne pouvoir être parmi nous, alors que c'était dans ce cadre-là tout à fait sa place. Je vous en dirai un mot plus tard. Ah. Véronique, ton micro est coupé, je pense. Pardon. Oui, il s'est coupé. C'est voilà, bon, vous bon. m'entendez? Oui. Donc, je disais que l'ERENA, alors j'espère que vous m'avez entendu précédemment, l'ERENA Bordeaux contribue depuis près de 10 ans au développement de la réflexion éthique sur son territoire d'Aix-Aquitaine auprès des établissements sanitaires et médico-sociaux, des professionnels du soin et de l'accompagnement, mais aussi du grand public. Il organise entre autres 2 à 3 fois par an des soirées débats qui permettent au grand public de débattre avec des professionnels et des experts des enjeux éthiques et bioéthiques, des thématiques explorées. L'ERENA Bordeaux est engagé dans la réflexion autour des lois de bioéthique essentiellement à 2 titres. Tout d'abord, la participation de l'espace aux États généraux de la bioéthique qui, depuis la révision des lois de bioéthique de 2011, vous savez que les premières lois, je vais en parler, sont apparues, ont été votées en 1994 avec, comme disait Laurent tout à l'heure, des révisions qui devaient avoir lieu tous les 5 ans et très grosso modo, on y reviendra, ces révisions ont eu lieu tous les
10 ans, 1994, 2004, 2011, 2021. Et c'est en 2011 qu'il y a eu des premiers débats et que dans les révisions de ces lois, ont apparu que des états généraux devaient être organisés donc en amont des révisions de ces lois de bioéthique. Sous l'égide du CCNE, l'ERENA a participé activement aux états généraux de la bioéthique au premier trimestre 2018. De nombreux débats ont eu lieu, beaucoup autour de la PMA, par exemple, lors d'ateliers de la bioéthique étudiants, sous la triple impulsion de la clinique du droit dirigée par Marie Lamarche, du Master Soins éthiques santé de Bordeaux, actuellement dirigé par Steve Demazeux, et de l'ERENA Site Bordeaux. Ça, c'était la première raison pour laquelle l'ERENA est très impliquée dans les lois de bioéthique. La deuxième raison, celui de l'implication personnelle de notre directeur, le professeur Dulac, ce, dès les premières lois de 1994. Il a présidé la commission mixte d'information. C'est une commission qui informe le Parlement et il a donc rendu son rapport en février 92. Il fut ensuite nommé acteur de ces premières lois le 28 avril 92. Donc, il a ensuite, pour dire deux mots de M. Dulac, il a ensuite poursuivi son engagement dans la réflexion bioéthique puisqu'il a été membre du CCNE de 92 à 97, 4 ans avec le professeur Jean Bernard et 1 an avec Jean-Pierre Changeux. Il a ensuite pris la direction de l'EREA, puis de l'ERENA Site Bordeaux, à la fusion des sites depuis 2014. Les différentes lois de bioéthique sont issues, donc, pour reparler de l'origine de ces différentes lois, elles sont issues dès le début des années 90 d'un intérêt sociétal et des enjeux majeurs posés par les progrès de la médecine. Des questions se posaient alors chez les acteurs principaux, celle de savoir s'il fallait réellement légiférer et si oui, comment le fallait-il et sur quel thème le fallait-il. 3 grands courants d'opinion, en effet, se dégageaient alors, dans ces années, début des années 90. Le courant scientifique qui affirmait haut et fort qu'il n'y avait pas besoin de loi, la science, selon eux, pouvait elle-même réguler ses propres découvertes. Si on enfermait la science dans le droit, ce droit ne devrait-il pas de fait s'inscrire dans des positions passagères du fait même de l'évolution rapide des techniques biomédicales. Donc il y avait tout ce courant scientifique qui était assez frileux à l'idée qu'il fallait légiférer. Un courant médical et notamment biologique, plus pragmatique, qui prônait la nécessité d'un pli pragmatique, justement. Les médecins souhaitaient des réponses à des questions très pratiques, comme que fait-on des 15 000 embryons congelés issus d'un projet parental caduc? Faut-il rendre le sperme à la femme d'un conjoint décédé? Donc là, il y a eu tout un tas de rendus juridiques autour de ces questions-là, mais en tout cas, ça faisait débat. Et un courant juridique beaucoup plus positif qui souhaitait une loi qui n'ait pas de lieu d'ombre et qui encadre toutes les dérives possibles que les progrès scientifiques risquaient de faire courir. La commission d'information a retenu alors 4 thèmes. L'origine de la vie, notamment autour de la PMA, le corps humain avec le don d'organes et les questions posées par la transplantation, la fin de vie et l'utilisation des données nominatives à des fins de recherche. L'exécutif dépose un projet de loi qui tient compte du rapport de la commission d'information parlementaire, à l'exception des questions de fin de vie, donc qui a été donc dès l'origine inclus dans cette commission d'information et retiré. Et comme vous le savez, ça ne sera donc pas l'objet de la réflexion de ce soir. Toute la législation en lien avec la fin de vie, avec la loi de 1999 pour que chaque personne puisse accéder aux soins palliatifs, la loi du 4 mars 2002, avec l'apparition donc des directives de la personne de confiance, ensuite la loi Leonetti en 2005 et la loi Claes-Leonetti en 2016, ont toutes apporté des avancées, notamment dans le respect de l'autonomie de la personne vulnérable, et ça ne sera donc pas l'objet de ces rencontres de ce soir. Fin 93, début 94, le Parlement vote la petite loi, première lecture au Parlement. La loi définitive est votée
avec la nouvelle majorité, Mattei étant le second rapporteur pour ces premières lois de bioéthique. Donc, des premières avancées dans ces premières lois, le 1er juillet 94 et 29 juillet 94, si je ne me trompe pas, la date exacte de ces deuxièmes lois. La première en lien donc avec la création de la CNIL et la question de l'anonymisation des données, et fin juillet, l'origine de la vie, la sacralisation du corps, donc avec le frontispice déterminant que sont l'anonymat, la gratuité, le consentement, et aussi des lois autour de la question du début de la vie avec l'insémination artificielle, et également concernant le corps, toutes les questions autour de la transplantation. Donc avec le rappel de la sacralisation de la personne, respect de l'intégrité, inviolabilité, extra-patrimonialité, les juristes pourront le repréciser de façon plus fiable. 30 ans déjà nous séparent des premières lois de bioéthique, et la procréation médicalement assistée est toujours au devant de la réflexion éthique. Très encadrée déjà en 1994, la PMA, sous la pression sociétale, s'est largement libéralisée puisqu'elle permet aux femmes seules et en couple homosexuel de pouvoir y accéder. Et ça, concrètement, depuis quelques jours, puisque c'est paru au journal officiel du 29 septembre dernier, et également jeudi dernier pour la conservation des gamètes sans raison médicale. Nous avons donc le plaisir d'écouter le professeur Bérengère Legros qui nous parlera très précisément de ces différentes évolutions. Donc, il y a eu en 2004 la création de l'Agence de la biomédecine, en 2011 la recherche sur l'embryon qui était toujours interdite mais avec un encadrement plus souple, et en 2013 autorisée avec un encadrement, et chaque fois il y a eu des avancées, et donc le professeur Bérengère Legros va nous en parler précisément. De toutes ces dispositions qui sont très élargies dans cette nouvelle grande loi de bioéthique, selon les mots d'Olivier Véran dans la presse. Merci beaucoup, et je laisse donc la parole à Bérengère Legros. Merci beaucoup, Véronique. Ah ben voilà, Bérengère arrive toute seule, donc formidable. Je lui passe immédiatement le relais, et je la remercie encore d'être parmi nous ce soir. Alors, je remercie les organisateurs de m'avoir convié à dresser le panorama de la réforme du droit de la bioéthique. Alors, je vais faire un partage d'écran. Voilà, par rapport à ce que ma conférence. Alors, la loi du 7 juillet 2011 avait fixé à 7 ans la prochaine révision programmée du droit de la bioéthique, et le projet de loi a été déposé à la présidence de l'Assemblée nationale en juillet 2019. Et la réforme a finalement été adoptée par la seule Assemblée nationale en 4e lecture en juin 2021. En effet, le Sénat a refusé d'examiner le texte en 3e lecture. Il a fait une motion qui équivaut à un rejet du projet, qui illustre une fracture entre les parlementaires. En effet, c'est la première fois depuis les premières lois de 1994 qu'il n'y a pas eu un texte de consensus, qu'il n'y a pas eu de commission mixte paritaire pour arriver à se mettre d'accord. Alors, il y a eu un recours devant le Conseil constitutionnel qui a déclaré cette loi conforme, et finalement, cette loi du 2 août 2021 a été publiée au journal officiel le 3 août 2021. Alors, avant d'arriver à la mouture qui a été adoptée, il faut savoir qu'il y a eu donc une grande réflexion préalable en amont. On a eu les états généraux de la bioéthique, on a eu différents rapports, études, alors de l'Agence de la biomédecine, du Conseil d'État, de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, du CCNE qui a rendu plusieurs avis, notamment l'avis numéro 129 sur la réforme en général, en y faisant des extensions en dehors du champ de la bioéthique, notamment le champ de la fin de vie. On a eu un avis numéro 130 sur les données massives en santé, ou également un avis numéro 133 sur les enjeux éthiques des modifications ciblées du génome. Alors, cette loi
Cette loi est déclinée en 7 titres et composée de 43 articles portant notamment, puisque je ne prétends pas à l'exhaustivité, sur les recherches, la génétique, l'intelligence artificielle, l'IVG, les prélèvements d'organes et de tissus et évidemment l'extension de l'assistance médicale à la procréation et ses conséquences sur le droit de la filiation. Alors, on va s'intéresser à l'article 1er tout d'abord, qui est l'extension de l'AMP aux couples de femmes et aux femmes célibataires, thématique qui a cristallisé les passions et qui a occulté un certain nombre de thèmes fondamentaux qu'on verra après. Alors, cette extension est symbolique puisqu'elle est mise dans le premier article. Et le premier article se trouve dans le titre 1, « Élargir l'accès aux technologies disponibles sans s'affranchir de nos principes éthiques ». Alors, il faut peut-être faire un petit rappel du droit antérieur. Alors, le droit antérieur, quand l'AMP était ouvert pour les couples qui étaient en infertilité médicale. Alors, qu'est-ce que ça signifie, infertilité médicale? En fait, il y avait globalement 2 cas de figure. Le cas où le couple hétérosexuel avait une infertilité pathologique, ou le cas où on voulait recourir à l'AMP puisqu'il y avait un risque de transmission à l'enfant ou à un membre du couple d'une maladie d'une particulière gravité. Donc, en schématisant, c'était une infertilité médicale. Alors, ce qui change la loi 2001, c'est que désormais, on ne parle plus d'infertilité médicale, mais d'infertilité sociale, finalement, quand on analyse, puisque l'AMP va être ouverte et destinée à répondre à un projet parental, ce qui conduit maintenant à faire accéder à l'AMP 3 structures parentales, donc le couple hétérosexuel, le couple de femmes, et la troisième structure, c'est la femme célibataire non mariée. Alors, la question s'est posée, puisqu'il y a eu la jurisprudence, il y a eu les contentieux, sur l'âge de procréer. Alors, là, dans les textes, il y a un arrêté qui prévoit depuis quelques années que pour la femme, c'est la 43e année. On peut faire l'AMP prise en charge par la sécurité sociale jusqu'à sa 43e année. Et dans la loi, il est prévu que les conditions d'âge vont être fixées par décret en Conseil d'État, puisqu'on a eu des contentieux par rapport à l'âge de l'homme qui voulait procréer. Et on nous dit dans la loi que ce décret qui va être pris va prendre en compte les risques médicaux de la procréation liés à l'âge ainsi que l'intérêt de l'enfant à naître. Alors, la semaine dernière, le décret est paru. C'est le décret du 28 septembre 2021 qui s'inspire d'un avis du Conseil d'orientation de l'Agence de la biomédecine de 2017. Et on est venu préciser que l'âge de la femme, parce qu'il y a 2 choses à voir, les prélèvements et ensuite l'AMP. Alors, au niveau des prélèvements d'ovocytes chez la femme, ce sera jusqu'à son 43e anniversaire. Et s'agissant de l'AMP, c'est-à-dire l'insémination et l'utilisation de ces gamètes recueillis antérieurement, ça pourra être réalisé jusqu'à son 45e anniversaire. S'agissant de l'homme, qui jusqu'à présent, il n'y a pas de réglementation, on va pouvoir recueillir ces spermatozoïdes jusqu'à son 60e anniversaire et l'AMP pourra être réalisée jusqu'à son 60e anniversaire chez le membre du couple qui n'a pas vocation à porter l'enfant. Alors, la loi supprime une autre règle en matière d'AMP, la règle selon laquelle un embryon ne peut être conçu in vitro avec des gamètes ne provenant pas d'un au moins des membres du couple. Alors, dit autrement, le double don de gamètes était prohibé jusqu'à présent. Et il y a eu des revendications et en fait, cette prohibition a été levée puisque dorénavant, le double don de gamètes va être autorisé, ce qui peut conduire à s'interroger sur le fait quel va être l'avenir de l'accueil d'embryons. Puisqu'il y a des embryons, on peut obtenir, partir donneur, on peut obtenir des gamètes, mais également un embryon déjà constitué pour lesquels un couple n'a plus de projet parental. Et il n'est pas sûr qu'il y ait encore beaucoup d'accueil d'embryons si on accepte le double don de gamètes. Alors, s'agissant du don de gamètes, donc il y a une réforme sur le don de gamètes. Alors, la réforme, elle n'est pas encore applicable à ce jour. Elle sera applicable l'année prochaine. Alors, avant de voir les modifications, il faut voir quel est le droit positif, le droit qui est encore applicable dans encore quelques mois.
Alors, avant la réforme, le principe est que le donneur doit avoir procréé, alors qu'il soit majeur ou mineur. Et il fallait également qu'il y ait le consentement à cette fin de l'autre membre du couple. Et à titre dérogatoire, le donneur majeur nullipare, seulement le donneur majeur nullipare, c'est-à-dire celui qui n'a jamais procréé, pouvait également donner. Et il pouvait donner, ça posait une sorte… Et en contrepartie de ce don, la loi du 7 juillet 2011 avait créé une sorte de contrepartie, un échange, puisque on lui proposait de conserver une partie de ses gamètes pour une éventuelle réalisation ultérieure à son bénéfice d'une AMP. Si jamais il a des soucis pour avoir des enfants, il y a son stock pris en charge par la sécurité sociale. Alors, ça posait problème, ce principe, puisque c'est une entorse au principe de non-patrimonialité, puisqu'un échange, on entre dans la sphère de la patrimonialité. Alors, la réforme qui a été adoptée, c'est dorénavant, les mineurs ne peuvent plus donner, ne sont exclus du don. Et on a supprimé le consentement de l'autre membre du couple, qui était jugé trop contraignant par un certain nombre de professionnels. Alors, il faut savoir que dorénavant, les personnes qui vont donner, les nouveaux donneurs, vont être dûment informés de l'existence du nouveau régime du don de gamètes, et ils vont être également informés du droit des enfants de connaître des données non identifiantes sur eux ainsi que leur identité. Ça veut dire que les nouveaux donneurs, s'ils refusent de donner accès à l'ensemble de ces données, ils ne pourront pas donner. Donc, les potentiels donneurs ne pourront pas donner. Alors, s'agissant de la conservation des gamètes à des fins privées, alors la loi nouvelle autorise l'autoconservation de gamètes. À l'origine, c'était plutôt les ovocytes pour lesquels on était en pénurie, mais on n'a pas fait de discrimination, c'est-à-dire que toute personne peut faire une conservation de ses gamètes, donc l'homme et la femme, au profit, donc toute personne majeure, donc homme ou femme, peut, dès lors que les conditions d'âge sont remplies, peut autoconserver ses gamètes. Alors, le décret de la semaine dernière est venu préciser qu'on peut faire de l'autoconservation pour la femme entre 29 et 37 ans et pour l'homme entre 29 et 45 ans. Et on va être informé à ce moment-là des conditions, des risques et des limites de la démarche. En effet, ce n'est pas parce que vous faites une autoconservation de gamètes que vous allez forcément avoir un enfant. Il faut savoir que les taux de réussite en matière d'AMP sont en moyenne de 20,5%. Alors, par ailleurs, la loi va fixer de manière exhaustive les établissements pouvant réaliser un certain nombre d'actes. Parce qu'il y a 3 types d'actes quand on fait l'autoconservation de gamètes. On a le prélèvement, le recueil et la conservation. Alors, la loi est venue préciser que tout le monde ne peut pas faire, tous les établissements de santé ne peuvent pas faire d'autoconservation. Alors, il va falloir qu'on soit un établissement autorisé et un établissement autorisé qui participe au service public hospitalier, c'est-à-dire les établissements publics de santé, les établissements de santé privés à but non lucratif. Et la loi vient même préciser que les praticiens temps plein exerçant dans un établissement public de santé ne peuvent réaliser ces activités dans le cadre de leur activité libérale. Alors, qu'est-ce qui se passe si dans un département, on n'a aucun établissement autorisé qui remplit ces conditions? Donc, à titre exceptionnel, l'ARS du département en question peut autoriser un établissement à but lucratif de réaliser ces 3 types d'actes sous réserve de ne pas faire de dépassement d'honoraires. Alors, pourquoi ces restrictions? Parce que ce n'est pas ces restrictions, c'est parce que ce qu'on craint, c'est que l'offre ne crée la demande. Et ce qu'on craint, c'est que ce soit une sorte d'incitation pour les femmes de réaliser cette conservation de façon massive. Alors, pour éviter, au niveau de la prise en charge, qui va prendre en charge ces frais? Il y a 3 types d'actes. Alors, pour les personnes qui sont les assurés sociaux, qui sont atteints d'une pathologie altérant leur fertilité, le régime juridique ne change pas, c'est toujours une prise en charge à 100% pour l'ensemble des 3 actes. Pour les nouveaux cas, c'est-à-dire les personnes qui ne souffrent pas d'une pathologie altérant leur fertilité, il n'y aura pas de prise en charge de la 3e catégorie de frais, c'est-à-dire les frais de conservation. Et la loi prévoit un certain nombre, essaie que des organismes extérieurs ne prennent en charge ces frais en tout ou partie, c'est-à-dire que l'employeur prennent en charge ces frais de conservation ou toute autre personne physique ou toute autre personne morale avec laquelle la personne est dans une situation de dépendance économique. Donc, ces prohibitions de la prise en charge
ou la compensation de manière directe ou indirecte. Donc, on a fait assez large pour éviter les dérapages. Alors, s'agissant du titre 2, du chapitre 2 qui se trouve dans le titre 1, c'est les droits des enfants qui vont être nés par assistance médicale à la procréation. Alors, on a un article qui nous dit dorénavant que toute personne conçue par MP avec tiers donneur, alors je précise que la loi précise qu'un tiers donneur, ça va être le donneur de gamètes, mais aussi ceux qui donnent l'embryon. Donc, ça peut être le couple ou la personne qui se retrouve seule parce que son conjoint est mort. Alors, toute personne conçue par MP avec tiers donneur peut, si elle le souhaite, accéder à sa majorité, à l'identité et aux données du donneur, donc, et aux données non identifiantes. Alors, on a une liste de données non identifiantes. On a l'âge, l'état général, tel qui est décrit par le donneur au moment du don, les caractéristiques physiques, leur situation familiale et professionnelle, leur pays de naissance, mais aussi leur motivation. Pourquoi ont-ils fait ce don Alors, donc, cela implique que, comme on a toutes ces données, comme je l'ai dit tout à l'heure, que les nouveaux donneurs potentiels, sachant que le nouveau régime de don n'entrera en vigueur qu'à l'automne 2022, devront consentir à cette double communication, c'est-à-dire identité et données non identifiantes. Alors, il faut savoir que les enfants qui vont solliciter l'accès à ces données vont devoir saisir une nouvelle commission dont le nom est assez long. C'est la commission d'accès aux données non identifiantes et à l'identité du donneur. Et donc, dès lors qu'ils voudront ces données, donc, ils s'adresseront à cette commission. Il faut préciser que si le donneur meurt avant que les enfants aient fait la demande, le décès du tiers donneur n'aura pas d'incidence sur la communication de ces données, c'est-à-dire que les enfants pourront accéder à ces données. Ensuite, s'agissant du titre... ah oui, je voulais ajouter que quand on regarde les textes, on est un peu surpris parce que finalement, on ne trouve nulle part l'obligation légale d'informer les enfants qui sont nés d'un don. C'est-à-dire, certes, à leur majorité, ils pourront accéder par le biais de cette commission à ces deux catégories de données, mais il n'y a nulle part une obligation légale incombant aux parents de les prévenir qu'ils sont nés d'un don. Tout ce qu'on trouve dans la loi, c'est une disposition qui énonce que le couple ou la femme non mariée sont incités à anticiper et à créer les conditions qui leur permettront d'informer l'enfant avant sa majorité de ce qu'il est issu d'un don. C'est-à-dire que peut-être que l'enfant ne saura jamais qu'il est issu d'un don, donc il ne pourra pas exercer ce droit s'il n'a pas connaissance de cette information. Ensuite, titre 2, un titre intitulé « Promouvoir la solidarité dans le respect de l'autonomie de chacun ». Donc là, ce sont des dispositions qui concernent les prélèvements in vivo, principalement le prélèvement in vivo, on a un peu de prélèvement post-mortem. Alors, tout d'abord, les principales dispositions concernent le in vivo, c'est-à-dire quand la personne est vivante. On a tout d'abord la réforme du don croisé. Alors, qu'est-ce que le don croisé? Le don croisé, on se retrouve par rapport à une personne qui est en attente d'une greffe, qui a un donneur compatible, qui répond aux conditions légales, un donneur qui est près de proche, qui répond aux conditions légales pour être donneur in vivo, qui peut être notamment dans sa parentèle, sauf que ce donneur n'est pas compatible. Donc, l'Agence de la biomédecine, depuis juillet 2011, gère ce qu'on appelle un registre des pairs, et elle essaie de mettre un autre couple en face dont le donneur serait compatible avec la personne en attente de greffe. Donc, finalement, on essaie d'associer des pairs. En fait, le problème, c'est que l'idée ici, c'était de redynamiser le don d'organes. Le problème, c'est qu'en 2018, l'ABM a recensé 4 greffes en 2014, 2 greffes en 2015 et 4 greffes en 2016. Donc, autant dire qu'on est plutôt dans l'échec de la réforme. Donc, la question s'est posée d'augmenter les pairs. Alors, au moment du projet de loi, avant le projet de loi, le Conseil d'État précisait en juillet 2018 que le gouvernement souhaitait qu'on passe de 2 à 4, le nombre de pairs. Dans le projet de loi, le nombre de pairs était limité à 4.
Lorsque l'Assemblée nationale a voté en première lecture, elle a renvoyé un décret le nombre maximal. Donc, finalement, elle ne voulait pas préciser. Et puis, finalement, dans la dernière version, il y a le nombre de paires. Il est indiqué que le nombre maximal de paires sera limité à 6. Alors, évidemment, ça devient compliqué si on commence à avoir 6 paires, de chercher jusqu'à 6 paires pour être en adéquation. Et donc, on a dû, en raison de la complexité finalement de cette recherche, on a changé une règle qui était que jusqu'à présent, depuis 2011, le don croisé impliquait une simultanéité. On devait avoir 4 blocs opératoires pour les prélèvements et les greffes, pour éviter que quelqu'un se désiste. Or, comme ça devient compliqué, on met fin à cette simultanéité. On est venu préciser que l'ensemble des opérations de prélèvement doivent se faire sur une période de 24 heures. Alors, on s'est dit que ça ne suffirait peut-être pas même d'aller jusqu'à 6 au niveau du nombre de paires. Donc, on a décidé, le cas échéant, potentiellement, on peut également rajouter dans la boucle un donneur décédé. On avait envisagé le bon samaritain, donneur in vivo, ça a été évoqué dans certains rapports, et finalement, certains se sont dit qu'il n'y a pas de bon samaritain en matière de don in vivo. Par tel, enfin, cercle plus large d'amitié, il n'y a pas de bon samaritain. Alors ça, c'est pour le don d'organes. Alors s'agissant du don des prélèvements sur les personnes que je qualifierais de vulnérables. Alors, qui sont les personnes vulnérables? Donc, il n'est pas marqué personnes vulnérables dans les textes, hein, mais bon, ce sont des personnes vulnérables qui ont un régime dérogatoire aux personnes qui ne sont pas vulnérables, tel le majeur capable qui n'est pas sous protection légale. Alors, les personnes vulnérables au titre jusqu'à la réforme de 2021 étaient de 2 catégories. Nous avions donc la personne mineure, traditionnelle personne vulnérable, mais également les personnes sous protection légale. Sous protection légale, ça veut dire notamment tutelle, curatelle, sauvegarde de justice. Et le régime était le suivant. Il est interdit de faire des prélèvements d'organes in vivo. Il faut savoir que ça ne souffre aucune dérogation. Aucune, ce qui est très rare quand même dans notre droit. Et ensuite, s'agissant des prélèvements sur les tissus, également prohibition de principe de prélèvement sur nos tissus, sauf pour les dons de ce qu'on appelle les cellules hématopoïétiques. Alors, les cellules hématopoïétiques, on les trouve notamment dans la moelle osseuse ou dans le sein périphérique. Et elles étaient autorisées pour ces 2 catégories de personnes vulnérables, dans certains cas, à titre dérogatoire, vers une parentèle assez ciblée, frères et sœurs, oncles, tantes, mais vraiment à titre dérogatoire. Mais sauf que ce n'était pas possible de les faire au profit des pères et mères. Donc, c'était en pratique, les praticiens ont fait remonter le problème en disant que c'est très gênant qu'on ne puisse pas donner au père et mère. Ce qui est un peu logique quand on a un mineur. Si c'est le père et la mère qui souhaitent avoir ce prélèvement, forcément, c'est eux qui décident, donc forcément, ils deviennent juges partis. Donc, il fallait changer la loi. Du moins, c'est une demande qui venait des praticiens de la greffe. Alors, ce qui a changé ici, c'est que les personnes vulnérables, avec la réforme, ont changé. Alors, ce qui n'a pas changé, c'est bon, la personne mineure vulnérable, voilà, ça, son régime n'a pas changé. Mais ce qui a changé, c'est pour la personne qui était avant sous protection légale. Donc, on change le critère. Ce n'est plus les personnes sous protection légale, ça va être les personnes faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation de la personne, c'est-à-dire principalement les personnes sous tutelle. C'est-à-dire que les autres, qui étaient sous curatelle, par exemple, avant, ils vont basculer dans le régime de droit commun du majeur. Ils ne sont plus protégés. Donc, on réduit le champ des personnes protégées. Alors, qu'est-ce qui va être possible maintenant avec cette réforme? Puisqu'on a changé ce champ, mais on a donc permis. Donc, la loi va étendre les bénéficiaires des prélèvements de cellules hématopoïétiques sur les pères et mères, des 2 catégories de personnes protégées, mais aussi sur les enfants. C'est-à-dire, si la personne majeure représentée a des enfants, ces enfants pourront également bénéficier de ce type de greffe. Alors, donc, comment fait-on? Donc, on a décidé, la procédure, c'est de créer un administrateur ad hoc pour représenter les mineurs. Il sera donc désigné par le président du tribunal judiciaire et pour représenter le major, il sera désigné par le juge et tutelle. Alors, indépendamment de tout cela, il ne faut quand même ne pas oublier que ce qui ne change pas, c'est que le juge, quand il va autoriser ces actes,
s'il y a lieu, si le mineur est apte, il va l'écouter, voir ce qu'il a à dire. Si le majeur a la faculté de consentir, le juge va prendre en compte ce que dit le majeur. Et à défaut, s'il n'a pas la faculté de consentir, c'est le juge qui va décider. Mais avant toute décision, attention, le juge va devoir recueillir, on est en prélèvement in vivo, l'avis d'un comité d'experts qui, lui, peut s'opposer à ces prélèvements, même si on a un administrateur ad hoc. Il peut s'opposer sans avoir à motiver sa décision. Autre point qu'il ne faut pas oublier, en matière de personnes que je qualifierais de vulnérables, c'est qu'il y a toujours un droit d'opposition. C'est-à-dire les catégories de personnes protégées, le mineur, la personne sous tutelle ne peuvent plus consentir stricto sensu, mais elles peuvent s'opposer. Et donc, face au droit d'opposition, aucun prélèvement ne peut avoir lieu. Alors, petite précision également, pourquoi ce changement? C'est-à-dire que ce qu'on veut privilégier, c'est ce qu'on appelle une allogreffe intrafamiliale HLA semi-compatible. C'est le second choix des prélèvements de cellules hématopoïétiques, mais en tous les cas, ça marche avec un certain nombre de traitements. C'est cette technique-là qui est mise en avant et qui est utilisée à l'heure actuelle, principalement. Alors, petite précision, un point qui change s'agissant des prélèvements post-mortem sur la personne majeure sous tutelle. Alors, jusqu'à 2021, le prélèvement appliquait l'autorisation écrite du tuteur. Et en 2021, en fait, on a décidé qu'il n'y a plus de régime spécifique par rapport aux autres majeurs, c'est-à-dire la personne majeure, on est en post-mortem, qui est sous tutelle, son régime juridique rejoint le giron du droit commun des majeurs, c'est-à-dire la présomption de non-opposition au prélèvement, notamment l'absence d'inscription sur le registre national des refus. Alors, je précise que la présomption de non-opposition, ça veut dire que on ne cherche pas quelque chose de positif, on ne s'est pas opposé. Alors, si elle ne s'est pas opposée, attention, elle ne consent pas, elle n'est pas opposée. Il y a une vulgarisation qui est faite, mais il n'y a pas de présomption de consentement, il y a une présomption de non-opposition, ce qui n'est pas la même chose. Alors, titre 4, intitulé « Soutenir une recherche libre et responsable au service de la santé humaine ». Alors, principalement dans ce titre, on évoque la recherche sur l'embryon et les deux types de cellules souches pluripotentes, notamment les cellules souches pluripotentes induites et les cellules souches embryonnaires. Alors, il faut savoir qu'il y a une constante tension temporelle entre le droit et ces types de recherche. Alors, faisons un mini historique. Les recherches sur l'embryon et les cellules souches embryonnaires ont été intégrées dans notre corpus juridique par la loi du 6 août 2004. Le principe étant la prohibition, avec une dérogation, c'est-à-dire que ces recherches étaient une dérogation au principe, ce qui n'était pas forcément sécurisant pour les chercheurs. La loi du 6 août 2013 a fait un changement de paradigme, c'est-à-dire que ce type de recherche est désormais autorisé, mais sous condition. Donc, il n'y a plus d'interdiction, sous condition, il y a une liste de conditions à respecter. Et par rapport aux cellules souches embryonnaires, il y a eu un certain consensus dans le cadre des états généraux de la bioéthique, c'est-à-dire qu'on a voulu dissocier l'embryon des cellules souches embryonnaires, c'est-à-dire les cellules souches embryonnaires vont être soumises à la déclaration, c'est-à-dire et plus à l'autorisation. Et donc maintenant, on va dissocier les régimes. L'embryon, ce sera toujours l'autorisation, donc on attend avant de démarrer. Et les cellules souches embryonnaires, en fait, c'est une déclaration. Et la loi rappelle que des recherches, et là je précise des recherches interventionnelles, c'est-à-dire sur l'homme, parce qu'il y a deux types de recherches, les recherches sur les débuts de la vie, c'est un régime spécifique, et les recherches sur l'homme, ça s'appelle des recherches interventionnelles. Et on est dû préciser, mais c'est déjà, ça entérine ce qui existait déjà au niveau de la loi, que les recherches sur l'homme menées dans le cadre d'une AMP peuvent être réalisées sur des gamètes destinés à constituer un embryon ou sur un embryon conçu in vitro avant ou après son transfert à des fins de gestation. Donc, on peut faire des recherches en matière d'AMP. Mais la loi, c'est ça qui est nouveau, pose un nouvel interdit, c'est-à-dire qu'aucune intervention ayant pour objet de modifier le génome du gamète ou de l'embryon ne peut être entreprise.
Alors, dit autrement, on ne peut pas créer des embryons transgéniques à des fins de gestation. Alors, cette nouvelle disposition va empêcher pour le moment une telle modification dans une perspective de procréation, mais ça n'empêche pas de faire des embryons transgéniques dans le cadre qui n'ont pas de finalité de gestation. Alors, il est scientifiquement démontré en effet que pour le moment, la fameuse méthode révolutionnaire CRISPR-Cas9, qui permet la modification du génome, a des effets hors cible, ce qu'on appelle des effets off-target. Donc, ça a été précisé dans un certain nombre de rapports, et le CCNE l'avait également évoqué dans son avis numéro 133. La technique n'est pas encore maîtrisée. Et néanmoins, on précisera que d'autres pays commencent néanmoins à réaliser des recherches in vivo avec le CRISPR-Cas9, notamment en septembre 2021. La revue Science a mis en lumière qu'il y a un premier essai clinique avec le CRISPR-Cas9 in vivo aux États-Unis, qui concerne des patients atteints d'homorhose congénitale de Leber, en fait, qui souffrent de cécité, avec l'espoir de leur rendre la vue. Alors, par ailleurs, s'agissant de l'embryon, c'est la première fois en France qu'on institue un délai de culture maximal de l'embryon in vitro, soit 14 jours. C'est-à-dire, jusqu'à présent, il y avait un consensus qui faisait qu'on respectait ce délai. On n'a jamais voulu. Le CCNE avait demandé qu'on mette au moins un délai de 16 jours. Mais là, on a enfin mis une loi et on met un délai de 14 jours. Attention, au bout de 14 jours, on ne détruit pas l'embryon, on met fin à son développement, ce qui n'est pas la même chose. Alors, s'agissant du régime de la déclaration sur les cellules souches pluripotentes, alors on a donc deux types de cellules souches pluripotentes, les cellules souches embryonnaires et les cellules dites IPS. Alors, il faut savoir donc, maintenant, ce sera un régime de déclaration avec un droit d'opposition de l'Agence de la biomédecine. Alors, les cellules souches embryonnaires sont des cellules pluripotentes. Elles ont une pluripotence naturelle. Et les cellules IPS ont une pluripotence induite. Alors, qu'est-ce que la pluripotence? C'est la faculté de certaines cellules à se différencier en tout type cellulaire d'un organisme. Et les cellules IPS, les cellules pluripotentes induites, les induced pluripotent stem cells, vont être créées à partir de cellules différenciées, notamment une cellule de peau d'un individu. On va reprogrammer ces cellules dans le type de cellules qu'on souhaite, foie, pancréas. Et là, ici, c'est un intérêt notamment pour la médecine régénérative. Alors, l'intérêt des cellules IPS va permettre de créer des cellules autologues. Et les cellules autologues, c'est-à-dire propres à l'individu, fabriquées par l'individu. Et ça va être intéressant en matière de greffe, puisque l'idée, ce serait d'éviter le rejet du corps de la personne par les cellules qui seraient allogéniques. Alors, il faut quand même savoir que la cellule souche embryonnaire, c'est le gold standard de la pluripotence pour la communauté scientifique. Et les cellules IPS ne sont pas encore considérées pour le moment comme une alternative fiable à ces cellules. Alors, la pluripotence est pour la première fois définie dans la loi. Alors, en lien avec les cellules du PLS, on les définit comme les cellules capables de se multiplier indéfiniment ainsi que de se différencier en tous les types de cellules qui composent l'organisme. Alors, les recherches sur ces deux types de cellules souches peuvent avoir pour objet soit de créer des cellules non germinales, c'est-à-dire non sexuelles. Donc là, il y a une déclaration. C'est une opposition que je qualifierais de simple de l'Agence de la biomédecine. On n'a pas de problématique. Problématique, c'est le second type de recherche, ce serait de créer des cellules germinales. Alors, c'est quoi la création? Ça va être des créations de gamètes artificielles, création d'embryons chimériques. Et là, c'est un peu plus costaud, on va dire, au niveau de l'opposition, puisque si l'Agence de la biomédecine s'oppose, il faudra qu'elle fasse après un avis public de son conseil d'orientation. Alors, point assez important également, c'est la possibilité de créer certains types de chimères. Alors, la loi du 7 juillet 2011 avait introduit la disposition suivante: la création d'embryons transgéniques ou chimériques est interdite. Et il ressort de la loi du 2 août 2021 qu'il n'y a plus de prohibition de principe de la création d'embryons chimériques, et d'ailleurs de prohibition de créer des embryons transgéniques. L'article que je viens de citer a été revisité et dorénavant, la loi
insère une définition de l'embryon chimérique. Il n'y a pas de définition précédemment. On disait les embryons chimériques sont interdits. On n'a pas le droit de les créer. Donc là, on vient nous définir ce qui est interdit. C'est la modification d'un embryon humain par adjonction de cellules provenant d'autres espèces qui est interdite. On en déduit à contrario que n'est pas prohibée la prohibition d'un embryon animal par l'adjonction de cellules provenant d'autres espèces, dont l'homme. Alors, s'agissant du bébé médicament, alors, le bébé médicament, il y a plusieurs appellations possibles, appellations de vulgarisation. Hein. Bébé médicament ou bébé du double espoir, ça dépend sous quel angle on se place. C'est-à-dire, on va créer un embryon in vitro, un enfant in vitro, pour tenter de sauver un premier-né malade. Alors, gros problème éthique, hein, la création de bébés médicaments. Alors, le nom plus scientifique, on appelle ça le double diagnostic préimplantatoire ou encore le DPI-HLA. Alors, il faut savoir que on n'en avait pas parlé dans le projet de loi, en fait. Et c'est l'Assemblée nationale, en première lecture, qui a dit on va le supprimer puisqu'il n'est plus pratiqué en France. Il n'est plus pratiqué en France par aucune équipe pour deux raisons. Parce que quand on fait un double DPI, on est dans un cadre on est dans une démarche d'AMP. Et il y a une règle en matière d'AMP qui est la suivante. On ne peut créer de nouveaux embryons tant qu'on a des embryons sains. Or, le problème du double DPI, quand on fait un choix pour créer un enfant, on ne cherche pas un embryon sain, on cherche un embryon compatible. Donc, on peut se retrouver avec plein d'embryons sains, mais avec aucun compatible, ce qui fait qu'on ne peut pas faire le double DPI. S'ajouter une autre contrainte, du moins perçue par les professionnels de la santé comme contrainte, l'autorisation de l'agence de médecine à chaque fois, systématique. Donc, finalement, on a décidé de supprimer ces conditions. La loi du 2 août les a supprimées, les contraintes juridiques, et donc l'idée ici, c'est la reprise. On attend la reprise de ce type de double DPI. Alors, parlons un peu génétique maintenant. Alors, je ne vais pas vous préciser les titres dans lesquels il y aurait la génétique, tout simplement parce que tout est disséminé dans le donc, j'essaie de faire une synthèse parce que c'est un peu illisible, il faut bien le dire. Alors, il faut partir du fait qu'on a une démocratisation pas y arriver. Non. Voilà. Démocratisation de l'accès au séquençage du génome humain. Alors, le séquençage du génome, en schématisant, il a été fait à partir de 2000. On a réussi à séquencer le génome entier. Il y a eu un projet, il y a eu le Human Genome Project. En schématisant, depuis, le prix a été divisé par 100 000. Et donc, c'est pour ça qu'on parle de démocratisation de l'accès à la technique. Alors, cette démocratisation a donné lieu en France à ce qu'on appelle le plan France Médecine Génomique 2025, avec pour idée de soigner l'homme grâce à la connaissance de son génome. Et donc, on va lors des débats avant le projet, il y avait un certain nombre de propositions qui étaient proposées notamment par le CCNE qui ont été rejetées. Alors, on a notamment, ce qui a été rejeté, 3 types de propositions qui étaient possibles grâce à cette démocratisation de l'accès au séquençage du génome entier. C'était la généralisation du diagnostic préconceptionnel, c'est-à-dire que des parents, avant toute conception, un couple qui veut faire un enfant, va faire des analyses génétiques et on va voir s'ils sont compatibles, s'il y a des anomalies, ça existe déjà en Belgique. Autre proposition rejetée, c'était le dépistage de l'ensemble de la population dans une logique préventive. Ça veut dire qu'on va analyser tout le monde aura son séquençage, même si la personne qu'on va séquencer n'est pas malade. Donc, au moins, là, elle aura dans son dossier médical. Et autre point également, c'est la recherche de l'ensemble des aneuploïdies de l'embryon dans le cadre d'un diagnostic préimplantatoire. Alors, qu'est-ce qu'une aneuploïdie ? Alors, une aneuploïdie est le fait que le fœtus est atteint d'une forme. Le fœtus a une formule chromosomique dont le nombre est supérieur ou inférieur à 46 chromosomes. Donc, il y a une anomalie. Et alors, la plupart des aneuploïdies qui touchent le fœtus sont létales, c'est-à-dire que l'enfant meurt soit in utero, soit à la naissance. Donc, il n'a pas de durée de vie.
La seule anomalie qui n'est pas létale, c'est la trisomie 21. Alors, l'idée ici, c'est que lors du DPI, on va rechercher toutes les anomalies. Alors, il faut savoir que lors du dépôt du projet de loi, il n'était pas du tout question de chercher l'ensemble des aneuploïdies de l'embryon. Et la ministre de la Santé de l'époque avait précisé que si on introduisait cette recherche, ce serait une dérive eugénique. Alors, il faut savoir que pendant toute la durée des débats parlementaires, certains généticiens députés ont essayé d'insérer cette recherche des aneuploïdies par amendement à plusieurs reprises, mais ça n'a pas marché. Donc, il faut savoir que les généticiens se sont divisés, la moitié, peut-être pas la moitié, mais une partie est pour, l'autre moitié est contre. Voilà. Alors, toujours dans le domaine de la génétique, on a la transmission des données génomiques au patient et à sa parentèle, toujours à cause ou grâce à la démocratisation du séquençage du génome. Alors, cette loi de bioéthique, dans le sillon, a inséré des dispositions sur la transmission des données génomiques aux patients dans le sillon du plan France Médecine Génomique 2025 et au fin d'assurer ses objectifs, c'est-à-dire la mise en place à grande échelle de l'utilisation du séquençage du génome entier pour la pratique clinique, donc en routine, ainsi que le développement d'une filiale nationale de la médecine génomique médicale et industrielle. Alors, l'idée ici, c'est que quand on fait le séquençage du génome entier, on va accéder à des informations qu'on ne cherchait pas nécessairement, mais qu'on va trouver, parce qu'on va tout chercher, on va tout savoir au niveau des anomalies. Et donc, la loi va élargir le champ des données transmises, alors non seulement aux patients, mais aussi à sa parentèle. Et elle se fonde sur un critère qui est la prise en charge. Si on découvre une anomalie génétique pouvant être responsable d'une affection grave, justifiant une prise en charge, c'est-à-dire des mesures, et les mesures sont composées relèvent d'un triptyque que j'appelle prévention, moi je l'appelle triptyque, prévention, conseil en génétique ou soins. Donc, si on trouve cette anomalie génétique pouvant être responsable d'une affection grave, justifiant des mesures, il va falloir informer la famille. Alors, pour cela, la personne va être informée avant le recueil de son consentement de la possibilité que l'examen révèle incidemment donc des caractéristiques génétiques sans relation avec l'indication initiale ou avec son objectif initial, mais dont la connaissance permettrait la prise en charge fondée sur l'un des piliers du triptyque. Alors, il faut savoir que quand on a ce type de données, ne va pas forcément donner lieu à un diagnostic. C'est-à-dire quand on va récupérer ces données, qui ne sont pas celles forcément qu'on recherchait, parce qu'on va chercher une maladie, par exemple, qui était dans notre famille, on recherche une maladie familiale, ou on suspecte une maladie génétique, c'est pour ça qu'on fait un test. On est dans un cadre médical, mais on va découvrir autre chose. La question est ce qu'on leur dit. On va leur dire si on peut faire quelque chose, si une prise en charge est possible. Mais quand on va avoir le tableau de toutes ces données, on aura peut-être des anomalies qui vont donner lieu à un diagnostic, c'est-à-dire on sait que vous êtes porteur de cette maladie, qui va forcément se déclencher à tel âge. Voilà. Dès qu'on est porteur, on va déclencher. Mais on peut également révéler des gènes de prédisposition, c'est-à-dire qu'on a une forte probabilité de développer la maladie. Alors, quand on dit forte probabilité, il y a un décret de 2013 qui précise qu'on a un risque élevé, mais le risque n'est pas de 100%. Ou alors, on peut avoir des gènes de susceptibilité, et là, ça veut dire qu'on a une faible probabilité de développer cette maladie, c'est-à-dire que l'anomalie génétique n'est ni nécessaire ni suffisante pour développer la maladie. Alors, quoi qu'il en soit, moi, en tant que patient, quand je fais cet examen génétique, j'ai le droit de ne pas savoir. Donc, je peux dire que je ne veux pas savoir. Mais quoi qu'il en soit, même si j'ai le droit de ne pas savoir, je suis obligée d'informer ma parentèle. Cette obligation n'a pas d'aujourd'hui. Mais là, je serai obligée également de l'informer de ces données pour lesquelles on peut faire quelque chose, ces données additionnelles. Et je vais devoir l'informer alors que je le fasse directement moi-même. Et si je ne veux pas le faire directement moi-même, d'autant que si j'ai refusé de le savoir, je devrais que cette information sera faite par un médecin prescripteur à qui je vais devoir donner la liste des membres de ma parentèle. Alors, il faut savoir, ce qui est intéressant, c'est que ce critère, le fameux critère
ici, va pouvoir justifier qu'on puisse accéder à des résultats d'examen génétique si la personne est morte et qu'elle n'a pas eu le temps de faire cette information à la famille. Et ça va permettre également de déclencher des examens génétiques alors que la personne n'avait fait aucun examen génétique si le médecin suspecte qu'il y a une anomalie génétique avec le fameux critère. Alors, ça veut dire qu'ici, on va faire soit on a des échantillons de la personne, soit on va faire une autopsie médicale pour avoir des échantillons pour faire les prélèvements sur le cadavre. Alors, il faut savoir que dans ce cas-là, le médecin qui suspecte cette fameuse anomalie va informer les membres de la parentèle, mais il suffit qu'il y en ait un qui soit d'accord pour qu'on le fasse. Et si jamais on découvre quelque chose, je veux dire, l'information sera accessible à tous les membres de la parentèle, même ceux qui ne souhaitaient pas qu'on fasse ces prélèvements, ou du moins ces examens. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est que dans le projet de loi, on étend cette obligation dans le cadre d'une AMP avec tiers donneur. C'est-à-dire qu'en 2011, on avait dit, on a été assez frileux, si le tiers donneur découvre qu'il est atteint d'une anomalie génétique, il peut informer les enfants nés avec ces gamètes. Là, il y a eu un changement, il y a eu plusieurs versions. Le projet de loi ne prévoyait pas cette obligation, mais finalement, la version finale a prévu que si le donneur découvre qu'il est atteint d'une anomalie génétique avec le fameux critère, il doit informer les enfants nés avec ces gamètes. Alors, ce sera le médecin prescripteur qui va les informer, hein, toujours en respectant l'anonymat. Et vice-versa, si les enfants découvrent qu'ils ont une anomalie génétique, il faut prévenir le tiers donneur encore. Mais encore faut-il qu'il sache qu'il soit mis par tiers donneur. Ensuite, on a étendu cette obligation également pour les enfants nés sous X, c'est-à-dire que dans les deux sens, si la mère découvre qu'elle est atteinte d'une anomalie et si eux découvrent qu'ils sont atteints d'une anomalie, mais encore faut-il évidemment que tout le monde soit au courant, que les enfants soient au courant qu'ils soient nés par accouchement sous X. Alors, s'agissant de l'intelligence artificielle, donc là, on est un peu déçus. Il y a eu beaucoup de rapports là-dessus. Ça demandait un principe qui soit inséré dans le Code civil en tant que principe fondateur de la bioéthique, un nouveau principe. On aurait pu espérer qu'on décline la garantie d'une intervention humaine. Et finalement, on n'a qu'un article, et cet article se trouve dans le Code de la santé publique, dans une partie consacrée à la mission des professionnels de santé. Bon, je vous ai mis l'article. Le professionnel de santé qui décide d'utiliser pour un acte de prévention, de diagnostic ou de soins un dispositif médical comportant un traitement de données algorithmiques dont l'apprentissage a été réalisé à partir de données massives, s'assure que la personne concernée en a été informée et qu'elle est, le cas échéant, avertie de l'interprétation qui en résulte. Donc, on est un peu déçu parce qu'on ne parle pas du tout de consentement de la personne. Le médecin va informer la personne. Donc, on n'est pas dans les principes fondamentaux ici. Et par ailleurs, la garantie humaine, on la retrouve ici un peu, peut-être ici dans le troisièmement. Donc, les concepteurs d'un traitement algorithmique s'assurent de l'explicabilité de son fonctionnement pour les utilisateurs. Donc, voilà, c'est de ça l'article. Alors, que peut-on faire comme commentaire? Le professionnel de santé décide. Donc, si on décide, ça veut dire que s'il décide, il est donc responsable d'un point de vue juridique des conséquences de l'IA si jamais il y a des difficultés. Quand on décide, on est responsable. Alors, s'agissant de l'IVG pour motif médical, alors, il y a beaucoup de dispositions là-dessus. Alors là, première disposition, c'est qu'on crée une clause de conscience spécifique concernant l'IVG pour motif médical. C'est-à-dire, jusqu'à présent, il y a bien une clause de conscience, mais c'est un renvoi à l'IVG avant la fin de la deuxième semaine. Là, on crée une clause de conscience spécifique, mais seulement au profit du médecin dans le texte. Et donc, évidemment, si le médecin ne veut pas faire cette IVG pour motif médical, il doit communiquer immédiatement à la femme le nom du praticien susceptible de réaliser cette intervention, donc disposition assez classique. Autre chose également, on supprime le délai de réflexion en cas d'IVG pour motif médical. Alors, sauf, donc il y avait un délai d'une semaine avant de décider d'interrompre ou de poursuivre la grossesse.
sauf urgence médicale, donc il n'y en a plus. C'est une sorte d'alignement avec l'IVG avant la fin de l'11e semaine, puisqu'il y a quelques années, on a supprimé le délai de réflexion d'une semaine. On peut également préciser qu'il y avait une proposition de loi parallèle qui avait été adoptée en première lecture. Certains voulaient qu'on puisse permettre l'IVG pour détresse psychologique, psychosociale, et jusqu'à la veille de l'accouchement. Je précise que l'IVG jusqu'à la veille de l'accouchement, c'est le traditionnel. C'est ce qui se fait pour l'IVG pour motif médical. C'est déjà le critère. Donc là, ça veut dire que la veille de l'accouchement, on peut faire un féticide. Donc ça avait été adopté en première lecture. Donc finalement, ça n'a pas été retenu. Donc ça aurait pu être intégré si ça avait été retenu, mais ça n'a pas été. Alors ensuite, s'agissant de l'IVG, on introduit un cadre spécifique d'interruption volontaire de grossesse partielle. Donc là, ça a été inséré dans le texte sur l'interruption de grossesse pour motif médical. Donc là, c'est un peu particulier. Donc là, on est en présence de grossesses multiples, mettant en danger la santé de la femme et des embryons ou du fœtus. Alors, c'est quand on a plusieurs bébés, en général, ça peut être dû au fait de l'AMP, à cause de l'AMP, parce qu'on a mis beaucoup d'embryons, parce qu'on ne sait pas lesquels vont tenir, et on a eu beaucoup de classiques de grossesse gémellaire, mais surtout avec des triplés, qui peuvent, voire plus, qui peuvent même être en danger. Donc, le problème de la réduction embryonnaire, c'est que le risque, c'est qu'on perde tous les embryons. C'est le risque classique. Alors, mais c'est une pratique courante, jusqu'à présent, il n'y avait pas d'encadrement spécifique. Alors ici, on la réglemente et on limite l'action, c'est-à-dire l'action pour faire ces réductions va se faire dans le délai de l'IVG avant la 2e semaine. Il ne faut pas oublier que ces enfants, ces fœtus n'ont rien. Ils sont sains en soi. On ne fait pas de réduction parce qu'il y a un problème. C'est parce que la femme il va y avoir des problèmes de santé pour la femme, et même pour eux, parce qu'il y a 3 ou plus, c'est compliqué. Donc là, on a un alignement sur le délai de l'IVG avant la fin de la 2e semaine. Alors, le problème, c'est lesquels va-t-on enlever? Donc là, on est dû préciser quand même qu'aucun critère relatif aux caractéristiques des embryons ou des fœtus, y compris leur sexe, ne peut être pris en compte pour l'interruption volontaire partielle d'une grossesse multiple. Alors, je suis étonnée qu'ils n'aient pas mis caractéristiques génétiques, mais bon, je pense que c'est les caractéristiques, donc pourquoi pas. En tout cas, donc, aucun critère relatif à des caractéristiques, notamment génétiques, où le sexe peut justifier la réduction. Donc, je ne sais pas comment, finalement, les critères qui vont œuvrer pour la réaliser. Je ne suis pas médecin. Alors ensuite, quelques réflexions sur les dispositions finales, sans être exhaustive. Alors, la loi va être réexaminée dans un délai de 7 ans. Il faut savoir que c'était le choix du gouvernement depuis le début. Dans le projet de loi déposé en juillet 2019, c'était 7 ans. Et que l'Assemblée nationale, dès la première lecture, l'avait ramené à 5 ans. Alors, pourquoi cette bataille 7-5 ? En fait, c'est une question de sécurité juridique. Il faut que les professionnels sachent les règles. Il ne faut pas que ça change tout le temps. C'est là la philosophie des CEP. Alors ensuite, je ne vais pas être exhaustif sur les dispositions finales, mais dans un délai de 2 ans, le gouvernement va devoir remettre au Parlement un rapport présentant les stocks de gamètes en France et les conditions de recours à ces derniers. Parce que le problème, c'est qu'il y a une date qui va être fixée par décret, on attend un décret, et à partir d'une certaine date, on ne pourra plus utiliser pour une tentative d'AMP que les gamètes et les embryons pour lesquels les donneurs ont consenti à la transmission des données, donc non identifiantes et l'identité du tiers donneur. Et si jamais des donneurs qui ont déjà donné veulent leur accord pour la transmission, ils peuvent le faire auprès de la nouvelle commission, et à défaut, on va détruire les stocks de ceux qui n'ont pas donné leur accord. Je vous remercie. Merci beaucoup, Bérangère, pour cette présentation que tu dis non exhaustive, mais qui est déjà quand même très, très, très complète sur les principaux points du texte. Et on a appris beaucoup, beaucoup de choses. Alors, est-ce que certains d'entre vous souhaiteraient réagir, nous poser des questions? Ou je vais peut-être lancer le débat. Bérangère, je vais te laisser souffler un peu, puis j'ai posé peut-être une question à Véronique sur ce qui a pu peut-être surprendre ou décevoir dans cette loi bioéthique du côté du monde
du monde médical ou à l'inverse, de bonnes surprises. Je ne sais pas si Véronique, tu veux répondre à ça. Je pense que beaucoup de choses étaient quand même attendues, puisque notamment autour des nouvelles dispositions qui ont été prises en faveur des femmes seules ou en couple homosexuel, avec évidemment, la Bérangère n'en a pas parlé, mais ça coule de source, c'est que dans les débats, les États généraux et dans les débats autour de cette question de la PMA, beaucoup ont pu évoquer le fait qu'il y avait une inégalité d'offres de PMA entre les hommes et les femmes, mais la question de la grossesse pour autrui a été très directement, en tout cas, continue à être interdite, a été refusée d'emblée. En fait. Sinon, pour le reste des dispositions, c'est des éléments qui… en fait, moi, je n'ai pas entendu de réaction, peut-être parce que les discussions ont tourné beaucoup autour de la question de la PMA pour les femmes, mais je n'ai pas entendu de grandes réactions par rapport aux nouvelles dispositions de ces lois-là. Entendu. Et autre point qu'on peut peut-être aborder, on a vu à plusieurs reprises dans la présentation de Bérangère Legros que les avis du CCNE n'avaient pas été suivis par le législateur. Alors, rappelons que juridiquement, il n'y a évidemment aucune obligation, mais c'est souvent une autorité assez importante. Est-ce que l'une ou l'autre, vous avez des explications par rapport à ça? On a vu qu'il y a eu des modifications sur ces questions. Je ne sais pas, Bérangère ou Véronique. Hein, moi, je pense que le CCNE, sur un certain nombre en matière de génétique, a peut-être voulu aller trop loin, trop vite, et que je ne sais pas jusqu'où ça ira, mais en tout cas, les généticiens, un certain nombre de généticiens ne sont pas prêts. Il y a un clivage chez les généticiens. Donc, ils ne sont pas prêts à un certain nombre à l'utilisation du génome entier qui sont souhaités par certains. Il y a un désaccord. On est sur l'éthique. Ok. Est-ce que quelqu'un veut participer à la discussion? Vous pouvez le faire éventuellement en ouvrant votre micro si vous le souhaitez. Après, vous être simplement présenté en nous expliquant qui vous êtes pour éclairer simplement votre question. Ou sinon, je le répète, vous pouvez poser des questions par le chat. Hein. Il ne faut pas hésiter. Vous voyez, on a sur le chat une question qui intéresse beaucoup les universités. On a nos collègues toulousains qui organisent un colloque sur cette question le 14 et le 15 octobre. Donc, évidemment, je remercie mon collègue de l'avoir mis à votre disposition. Comme ça, si la question vous intéresse, vous pouvez encore continuer à écouter parler de la loi bioéthique. Alors, Est-ce que je peux poser une question? Bien sûr. Donc, Jacques Fauché, chercheur en bioéthique. Je voulais… est-ce qu'on peut revenir quand même? Parce que moi, je pense qu'il y a eu une occasion ratée avec le fait qu'il n'y a pas eu de dernière lecture au Sénat. Le Sénat présentait un autre modèle et qui aurait pu être très intéressant dans une commission mixte paritaire pour faire un compromis à la française, comme on a fait déjà pour la fin de vie et autres affaires. Et je trouve que pour des raisons, semble-t-il, politiciennes, on a raté cette étape du compromis. Je trouve ça assez dommage dans l'élaboration de la bioéthique à la française, si on peut le dire. Est-ce que Bérangère Legros peut commenter ça? En fait, moi, après, je pense qu'ils voulaient symboliquement marquer leur désaccord, sachant que c'est comme la première fois qu'on se retrouve à 3 lectures. Il a fallu une 4e lecture. Ça commence à aller… En gros, je pense que il n'y avait pas d'accord possible. Je pense qu'il n'y avait pas d'accord possible sur certains sujets. Je veux dire, ils ne voulaient pas. Voilà, d'un certain point de vue, le Sénat était paradoxalement assez libéral
puisque je vous ai parlé de la recherche des 14 jours sur l'embryon, et à un moment donné, le Sénat voulait 21 jours. Oh, voulait 21 jours. C'est le CNE qui appelle. Non, parce que à plusieurs reprises dans l'élaboration des lois de bioéthique, sur la fin de vie en particulier, c'est dans la commission, et dans la loi du 4 mars 2002 aussi, c'est dans la commission mixte paritaire qu'on a pu créer une troisième voie qui était un bon compromis entre le Sénat et l'Assemblée. Et il y a eu un grand moment de créativité. Je trouve dommage qu'on ait raté un peu cette étape-là, qui aurait pu être intéressante. Voilà ce que je veux dire. Entendu, merci. On nous pose la question pour savoir si finalement les hôpitaux sont prêts à la réception, de manière générale, les soignants sont prêts à la réception de ce texte. Véronique, peut-être? Alors, c'est pour toutes les questions autour du don de gamètes qui risquent, on l'avait un peu anticipé, où il risque d'y avoir moins de dons du fait notamment de la levée de l'anonymat. Mais ça, c'est des choses qui vont se voir au fur et à mesure du temps. Je pense que actuellement, il y a 3000 personnes, j'avais entendu dire que 3000 personnes attendaient les décrets d'application de femmes en couple pour pouvoir bénéficier de cette AMP. Mais c'est la question du nombre de dons qui risque d'être modifié du fait de la levée de l'anonymat. Je ne sais pas ce qu'en pense Bérangère, mais je sais que c'est des choses qui avaient été discutées pendant les états généraux de la bioéthique. Je pense qu'on est déjà en pénurie, si je puis parler de vos sites. Je pense qu'on va avoir un creux de vague, hein, il y a un problème. Mais après, je ne suis pas devin. Je ne sais pas comment vont réagir les donneurs qui ont déjà donné, les donneuses. Parce que les ovocytes, c'est surtout là le problème, on est en pénurie. Mais bon, là, le problème, c'est que je pense qu'on aura, à l'automne 2022, c'est là que la réforme va vraiment entrer en vigueur par rapport à tout ça. On aura... Voilà, alors, il faut savoir que l'Agence de la biomédecine va lancer une campagne pour le don de gamètes prochainement. Donc, justement, parce qu'ils pressentent, mais ils le font régulièrement, hein. C'est pas spécifique, mais je pense que là, ils vont faire une grande campagne parce que je pense que c'est une crainte de leur part. C'est évident, il y a une crainte. Est-ce qu'on aura des stocks? Parce que là, celui qui ne va pas donner son consentement, on va détruire ce qu'il y a, les stocks de gamètes. Donc là, c'est vrai que c'est un gros point d'interrogation. Est-ce qu'on va changer de profil de donneur? Je ne sais pas. J'avoue que je ne sais pas. Mais c'est vrai que ça va être je crains qu'il y ait un problème. Je crains. Alors, on nous pose une question sur le chat. Je ne sais pas si Bérangère ou Véronique, vous voyez le chat comme moi je le vois. Donc, on a une personne, biologiste de PMA. Est-ce que, voilà, comment se passe l'information des personnes avec les formulaires qu'on doit leur remettre? Auparavant, on nous dit, voilà, je remettais un document qui précisait les différentes conditions. Est-ce qu'il faut le faire? Faut toujours remettre ce document avec les nouvelles conditions? J'imagine que oui, mais est-ce que… Je crois que la commission n'est pas encore été nommée, donc pour l'instant, je suis pas, voilà, je pense qu'elle est pas, on l'a créée, mais je pense qu'elle n'a pas été encore entrée en vigueur, installée, hein, donc là, de toute manière, il y a que, c'est un peu tôt là, je pense, un peu tôt. Effectivement, s'il y a des gens qui demandent, je ne suis pas sûre que ce soit très opérationnel pour le moment. Je pense que tout va se faire à l'automne 2022. Il y a des délais qui vont être fixés. Donc, ça ne peut pas, au plus tard, 13e mois après l'entrée en vigueur de la loi. Voilà, c'est les critères. Donc, ça va pas. Voilà, donc malheureusement, là, je ne peux pas. Oui, donc au plus tard, septembre 2022. Oui, c'est ça. Il y a des échéances, au plus tard. D'autres questions? Oui, alors on a une question sur, et Bérangère, tu l'as souligné lors de ta présentation,
on attendait effectivement beaucoup de cette loi sur le recours à l'IA, et puis son cadre juridique, et puis voilà, c'est expédié en quelques lignes. Bah, moi, je pense que on a peur que si on dit, moi je pense que on a peur que si on le dit au patient ou à l'usager, il ne veuille pas et que ça marche pas. Après, la seule solution, si vous êtes informé que la réflexion va se faire autour de l'IA, la seule solution, ce sera de changer de médecin. Est-ce qu'ils changeront de médecin? Je ne sais pas. Je pense que ça doit faire peur. Ça va faire peur, ça. Et voilà, donc on n'ose pas demander le consentement parce je pense qu'on a peur que ça ne fonctionne pas. C'est peut-être encore un peu tôt aussi. Le texte parle d'information, et du coup, tu fais un lien vers le consentement. Il n'y en a pas. On est informé, on ne consent pas. Oui, voilà. C'est tout. Donc, c'est gênant. Ça n'a pas été mis, cette disposition, dans la partie droit des malades. Oui. Ou dans le code civil, voilà, j'ai droit. Non, ça a été enfoui dans des dispositions relatives aux missions des professionnels de santé. Donc, en gros, c'est un détail. L'emplacement logique, ça aurait été avec l'obligation d'information. L'article L1111-2 du Code de la santé publique. Et là, tout ce qu'on dit, c'est que le médecin qui décide, c'est lui qui décide du recours et il informe. Donc, en gros, il n'y a pas de consentement à la clé. Souvent, en droit, on informe pour que le patient consente. Et là, on informe, point. Alors après, le patient reste libre de refuser tout de même. Une fois qu'il est informé, il pourrait dire « moi, je ne veux pas ». Et on pourrait pas. Est-ce qu'on peut trouver un autre spécialiste? Si on va voir telle personne qui a recours à ça, c'est des spécialistes. On n'a pas des rendez-vous tous les jours avec des spécialistes. Donc, oui, je suis d'accord. Voilà, mon avis, c'est qu'on craint, en mettant consentement, d'avoir des oppositions de principe, peut-être, de peur, des motivations diverses. Mais l'information est obligatoire. L'information du praticien. Si je suis l'article, oui. Oui. Si je suis l'article, oui. Donc, de fait, une personne, à partir du moment où elle refuse, elle est dans un consentement, elle est obligée elle consent de fait, finalement, à partir du moment où elle est informée. Que si elle refuse, elle est dans une forme de consentement négatif. Je ne suis pas sûre que tout le monde comprenne ce qu'on va lui dire. Je ne suis pas sûre qu'en disant, je ne suis pas sûre qu'il y ait une compréhension par tous les patients. Je pense qu'il n'y aura qu'une partie qui va comprendre cette information à titre personnel. Alors, on nous pose une question. Qu'en est-il de la réduction embryonnaire pour une femme qui refuse une grossesse gémellaire? Est-ce possible également avant 12 semaines? Alors, ça a été évoqué tout à l'heure, ces fameuses réductions embryonnaires. Donc là, on est sur une démarche volontaire d'une femme enceinte qui ne veut pas de jumeaux. Oui, mais le problème, c'est que moi, je regarde le texte. Le texte dit bien, c'est réduire les risques d'une grossesse dont le caractère multiple met en péril la santé de la femme. Avoir une grossesse gémellaire, c'est une grossesse par définition pathologique, mais c'est dangereux d'avoir des jumeaux de toute manière. Mais on a un suivi quand même renforcé quand même. Mais ce n'est pas pour autant ça met en péril la santé de la mère systématiquement. Donc, mais je pense qu'il y a un alignement sur le délai de l'IVG avant la 12e semaine, ce n'est pas anodin. Parce que l'IVG avant la 12e semaine, on va mettre, ce sont les embryons qui sont sains. Mais alors là, je pense que ça ne remplit pas les conditions. Si on n'est pas en péril, si c'est de l'IVG de convenance, là, j'avoue que je ne sais pas s'il y a des médecins là qui nous suivent, j'avoue que c'est un problème éthique. C'est un problème éthique de dire oui à une femme qui ne veut pas de jumeaux. Je pense que ça ne relève pas. C'est un problème éthique, ça c'est certain, mais sur le plan juridique pur, est-ce qu'une personne qui attend des jumeaux ne peut pas considérer qu'elle a le droit, avant la 12e semaine, de procéder à une IVG comme elle l'aurait pu si elle avait un seul embryon? Non, parce qu'on est en matière d'IVG, on n'est pas dans le domaine du droit. L'IVG, ce n'est pas un droit. Oui. Ce n'est pas un droit, l'IVG. Ah. Tous les pénalistes vous diront que ce n'est pas un droit. Alors évidemment, les civilistes vous diront que c'est un droit de la femme, mais juridiquement, ce n'est pas un droit.
C'est-à-dire qu'on le fait sous condition. Oui. Ce n'est pas un droit. On le fait sous condition, mais n'est-on pas dans des conditions acceptables sur le plan des conditions, je renvoie le terme juridique, parce qu'effectivement, éthiquement, ça pose tout un tas de problèmes. Mais à partir du moment où une femme souhaite bénéficier, le terme est, d'une IVG lorsqu'elle a moins de 12 semaines de grossesse, elle a des conditions à remplir. Est-ce que ces conditions ne peuvent pas être remplies dans le cadre d'une… Non, parce que je pense qu'ils ont fait exprès de mettre l'IVG partielle avec l'IVG pour motif médical. Ils ne l'ont pas mis avec l'IVG avant la 12e semaine parce que ce n'est pas la même chose. Ils renvoient à l'IVG avant la 12e semaine, mais ce n'est pas anodin s'ils l'ont positionné dans l'IVG pour motif médical, parce que si elle doit être pour motif médical, même si la temporalité, ce sera avant la fin de la 12e semaine, vraisemblablement parce que les embryons sont sains. Donc le positionnement n'est pas anodin. Il faudrait que la femme veuille une IVG pour les 2 enfants. Elle peut pas… Ah voilà, malheureusement, oui. Alors dans ce cas-là, n'est-ce pas juste une IMG? Alors là, vous me dites ça, moi, c'est pas moi qui ai fait le texte, hein. Mais je vois la question qui est posée, c'est pas moi qui ai fait le texte, mais on est dans le médical. Le critère, c'est la mère est en danger. C'est ça le critère. C'est ça le critère. En fait, la mère est en danger et aussi les embryons. C'est un global. En gémellaire, on n'est pas en danger de fait en gémellaire. On est en danger vers la fin. À la fin de la grossesse, mais pas forcément en début de grossesse. Donc là, je pense, voilà, mon avis, c'est médical. Je pense qu'effectivement, si elle ne veut pas, on met tout le monde avant la fin de la 12e semaine. C'est une IVG sélective. Oui, quelque part, oui, sélectif, parce qu'il y a un motif médical. Il y a un motif médical et c'est pour c'est pour éviter les catastrophes. C'est pas pour de convenance. C'est pas fait pour une IVG de convenance. Je veux pas de jumeaux. Je pense. Après, peut-être que des médecins accepteront de le faire. Hein. Mais ce n'est pas les critères. Ce n'est pas les critères. On a une question un peu plus haut sur le don d'ovocytes, peut-être avant de… Et alors, donc, Madame Pollack, et alors vous avez fait quoi? Allô? Oui, vous m'entendez? Oui, on vous entend. Oui. On n'a pas eu le choix. La patiente a choisi de faire une IVG parce qu'on lui avait refusé une réduction embryonnaire de 2 à 1. Donc, socialement, pour elle, c'était extrêmement, pour les deux d'ailleurs, c'était difficile. C'était des femmes qui avaient une activité professionnelle très intense et qui ne voulaient absolument pas avoir une grossesse gémellaire, ni même assumer après les enfants. C'était pas que le problème de la grossesse, c'était aussi le problème d'avoir des jumeaux. Et ça a été extrêmement dur pour nous. On comprenait les raisons de cette femme, mais le fait qu'il y ait un refus de la réduction, ça a été aussi difficile pour nous parce que est-ce que psychologiquement c'était pas acceptable, voilà. Éthiquement, c'est vrai que ça posait des problèmes et que ces 2 femmes avaient accepté le fait de mettre 2 embryons. Elles étaient conscientes, on les avait informées des risques, mais en se disant que ça leur arriverait pas. Hein, ça n'arrive qu'aux autres, hein, de toute façon. Et ça a été extrêmement dur pour l'équipe aussi parce que on ne fait pas une file et puis on sait que les femmes souffrent de faire ce parcours qui est très compliqué. Donc, cette décision, elle a dû être extrêmement compliquée pour eux aussi. Et alors, donc, vous avez refusé? Alors, nous, on n'a pas à intervenir au centre de PMA. C'est le centre de diagnostic anténatal qui a refusé de faire l'interruption sélective. Mais ces 2 femmes ont fait une IVG parce qu'elles étaient dans les 12 semaines. D'accord. Après, c'est un droit, entre guillemets, de faire une IVG dans les 12 semaines. Effectivement, c'est un peu triste. Ben oui. C'est un peu triste, non, mais de tout éliminer, surtout qu'on est dans une démarche d'AMP et que c'est déjà compliqué d'être enceinte. Alors, oui. Sur le plan donc, c'est pour ça que c'est pas on n'a pas sauvé. Éthiquement, ben oui.
Éthiquement, je comprends que ce soit très compliqué, mais je pense qu'il y a des femmes pour lesquelles la grossesse de jumeaux, c'est une grossesse compliquée, à risque, pas que médical. Et il faudrait peut-être un peu plus souple. Mais là, vous répondez à ma question. La loi, visiblement, ne prévoit pas de le prendre en compte. C'est pas le critère. Hein. Le critère, c'est médical, quoi. Donc, forcément, ça... Ouais. Si je peux me permettre, Maryse Fiorenza, je ne sais pas si vous m'entendez. Si. On vous entend très bien. Oui. Je suis directrice d'ERENA site de Limoges et je suis obstétricienne. Donc, ces situations, effectivement, nous les vivons, je les connais. Et je pense que c'est vrai que la loi nous surprend ici, mais en fait, j'y vois une introduction à un futur pas, en fait, parce que l'interruption sélective de grossesse pour motif médical dans le cadre d'une grossesse gémellaire existe depuis très longtemps et jusqu'à avant la naissance, parce qu'on peut avoir effectivement, on peut découvrir un fœtus qui présente une forte malformation, une malformation grave et incurable, et le découvrir à tout moment de la grossesse. Donc finalement, dans ce cadre-là, on pouvait faire aussi des interruptions sélectives de grossesse, notamment des grossesses de rang plus élevé, 3, 4, effectivement, puisqu'il y avait une mise en péril et de la mère et des fœtus survivants. Donc pourquoi finalement cette troisième interruption médicale de grossesse avant 14 semaines d'aménorrhée ou 12 semaines de grossesse? Moi, je pense qu'elle préfigure effectivement une future loi qui dira qu'on peut faire une IVG sélective, donc sans motif médical, comme pour les grossesses monofétales, mono-embryonnaires, jusqu'à 12 semaines de grossesse ou 14 semaines d'aménorrhée. Parce que je ne vois pas finalement ce que ça apporte de plus, en fait, d'avoir ajouté ça. Et le fait d'avoir mis 12 semaines, effectivement, ça interroge. Je ne sais pas ce que vous pensez. Vous auriez préféré, en fait, en tant que praticienne, vous auriez préféré que ce soit à tout moment? Ah non, 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 du tout. Non, 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 non. Non, moi, cela ne me dérange pas que ça ait été institué parce que ça ne modifie pas du tout les pratiques. Donc, je ne vois pas pourquoi ça a été institué. Et pour moi, c'est quelque chose qui peut-être nous habitue au fait que peut-être on sera amené à réaliser des IVG sélectifs pour des gens qui ne souhaitent pas des grossesses gémellaires. Voilà. Comme pour une grossesse monofétale lorsqu'elle n'est pas voulue avant 12 semaines. Je pense que malgré tout, c'est toujours très compliqué. Donc, le côté de la PMA et des biologistes qui suivent les patients et des cliniciens, mais c'est vrai que pour un obstétricien, c'est toujours très difficile où il a été finalement implanté 2 embryons, où les couples étaient informés, où les embryons n'ont rien de particulier, les clartés nucales sont normales, de se dire, bon, finalement, après tout ce parcours, et on doit faire une interruption sélective de grossesse qui, malgré tout, n'est pas un geste facile à réaliser sur le plan technique. Il n'est pas sans risque. Donc, c'est une réflexion que nous avons. Donc, moi, cette précision supplémentaire de la loi, pour moi, ne m'apporte rien dans ma pratique et je me dis simplement qu'elle préfigure un pas supplémentaire dans quelques temps. Enfin, c'est personnel, mais... Est-ce que moi, je m'étais demandé, est-ce que c'est pas dû au fait que si c'est une pratique courante jusqu'à présent, ça se faisait sur ce délai ou ça se faisait au-delà du délai? C'est une question que je m'étais posée. Alors, pour les réductions embryonnaires, non, ça se fait à peu près jusqu'à ce délai-là. Après, on est vraiment dans... Alors là, c'est vraiment pour des embryons ou des grossesses de rang élevé, 3, 4, etc., où vraiment on a des éléments médicaux qui nous montrent la pathologie de ces grossesses. Voilà, il y a un côté quand même, il y a une prise de risque certain. Après, on n'avait pas pour habitude, sauf si la mère était porteuse d'une pathologie, d'une néphropathie, d'une grève de rein, d'une pathologie cardiaque, de réduire des grossesses gémellaires en grossesse monofétale, sauf cas très particuliers. Donc, bon, certains peut-être le faisaient parce que, bon, après tout, rien ne nous... Enfin, la loi ne nous... N'interdisait pas. Hein. Oui, voilà. Mais c'est toujours quelque chose qui, pour nous demandait une réflexion. Il ne se faisait pas de façon systématique, loin de là. On était plus dans un cadre médical. On a toujours été plus dans un cadre médical. Et là, on est hors cadre médical. On est plus sur un cadre social. Là, quand je regarde le texte, c'est bien marqué pour la santé de la femme. Hein. Donc,
On est dans le cadre médical, pour moi, rien n'est changé. Rien n'est changé. Oui, en fait, mais peut-être que, je m'étais posé la question, peut-être que ça a été mis parce qu'il y en a qui allaient au-delà des 12 semaines. C'est la question que je me suis posée. Parce qu'en général, quand on a un cadre, c'est qu'il y a un problème quelque part. Mais je me suis demandé s'il y en a qui faisaient cette réduction au-delà du 12 C'est-à-dire semaines. que ça ne s'appelle pas réduction, mais l'interruption sélective de grossesse pour un motif médical chez l'un des fœtus peut se faire jusqu'avant la naissance. Si on découvre, ça peut paraître peut-être surprenant pour beaucoup d'entre vous, mais il y a des fœtus qui sont difficiles à examiner, il y a des femmes qui ne se font pas suivre, on peut être amené à découvrir très tard dans la grossesse des anomalies extrêmement graves ou responsables d'handicap extrêmement sévères. Je pourrais vous donner des choses comme des schizencéphalies, des anomalies, voilà, de conformation du cerveau qu'on va découvrir chez des jeunes filles, par exemple, qui ne se sont pas fait suivre un déni de grossesse, qu'on va découvrir très tard, c'est des grossesses gémellaires. Donc, on était quand même habitués, bien que ce soit rare, à pouvoir faire des interruptions médicales de grossesse sélectives dans le cas de pathologie. Donc, c'est vrai que en fait, je ne comprends pas en fait, ce motif supplémentaire qui, pour moi, n'en est pas un. Et je ne vois pas qu'est-ce qu'il y a derrière, en fait, puisqu'on le faisait déjà avant dans le cadre de la loi. Je ne le comprends pas, à vrai dire. Mais il ne me dérange pas, puisque, en fait, il ne change pas. Ça change rien. En tout cas, par rapport à ce que vous avez dit, de toute manière, les gémellaires, si on découvre quelque chose, on prend l'IVG pour motif médical. On n'a pas besoin de préciser gémellaire ou pas. C'est la loi. C'est la loi, c'est la loi. Alors, Monsieur Biot, il posait une question. Okay. Bérangère, ton micro est éteint? Non, voilà, je te laisse la parole. Ah non, ok, je croyais que tu avais vu quelqu'un qui avait posé une question. On avait une question plus haut tout à l'heure, avant qu'on bascule sur l'IVG ou l'IMG, sur le don d'ovocytes. Et la question de la congélation des ovocytes de confort. Est-ce que le don compte rester encore obligatoire? Est-ce que c'est en discussion? C'est-à-dire, je ne comprends pas la question. Est-ce que vous pourriez préciser votre question, puisque à la fois le terme de don et obligation est un peu curieux? Oui, excusez-moi, est-ce qu'on m'entend? Oui, on vous entend très bien. Oui, pardon, excusez-moi, je pose la question juste concernant la congélation des ovocytes. En France, si on veut congeler ses ovocytes pour préserver sa fertilité sans problème de fertilité actuellement, on a une obligation, je crois, de don d'une partie de ces ovocytes-là. Est-ce que du coup, c'est quelque chose qui compte rester ou est-ce que c'est en discussion? Parce que du coup, typiquement, moi, par exemple, à mon échelle, je compte le faire dans un autre pays puisque je ne souhaite pas du coup avoir des enfants conçus à partir de mes ovocytes à un moment, d'où ces questions-là. En fait, je peux répondre à la question si vous voulez. Allô? Qui êtes-vous? Oui, je suis le docteur Pauillac, donc je suis la FIViste là, donc je suis biologiste de FIV. Et si j'analyse bien la loi, la préservation des ovocytes, enfin la conservation des ovocytes est tout à fait permis pour raison non médicale. Donc, et sans avoir de contrepartie en don. Là, c'est un changement assez important de la loi dont on n'a pas beaucoup parlé d'ailleurs. Et c'est valable aussi bien pour les femmes que pour les hommes. C'est-à-dire que cette préservation des gamètes est autorisée. Elle sera remboursée par la sécurité sociale en ce qui concerne l'acte de congélation. Mais par contre, la conservation annuelle, là, ne sera pas prise en charge par la société. Si j'analyse bien le texte de loi. Bérangère? En fait, pour l'instant, le système antérieur subsiste. C'est-à-dire que la réforme, vous regardez, n'est pas encore en vigueur. C'est-à-dire qu'on peut toujours donner des ovocytes et en contrepartie, il y a une prise en charge par la sécurité sociale. Mais ça a été pointé du doigt, notamment par l'Académie nationale de médecine, qui est venu préciser que c'était pas correct, parce qu'avec les ovocytes qu'on gardait pour la personne qui avait fait un don, ce n'était pas suffisant pour pouvoir accéder à une AMP. Donc, ça a été pointé du doigt par un certain nombre d'instances dans l'Académie nationale de médecine. Et effectivement, dès lors que la nouvelle mouture va s'appliquer,
on ne parle plus du tout de cet échange, parce que c'est un échange, on n'en parlera plus. Il n'y aura plus de conservation de ce type, puisque maintenant, il y a la conservation auto-ovocytaire de gamètes est possible, autoconservation. Donc, effectivement, il n'y aura plus. Pour l'instant, c'est encore possible. Entendu, merci pour ces précisions. D'autres questions? Certains ou certaines d'entre vous souhaitent Non, je voulais juste aborder. Oui, Véronique? sur cette question où ne risque-t-on pas, c'est une question plus qu'une réflexion, ne risque-t-on pas de se trouver avec des ovocytes conservés d'une part, et de nombreux ovocytes conservés, et d'autre part en manque d'ovocytes pour des personnes qui sont dans des situations d'infertilité et à la recherche d'ovocytes, parce que dans les PMA avec don d'ovocytes, c'est toujours extrêmement compliqué. J'entendais dire qu'il y avait des délais de 2 ans et parfois davantage. Donc voilà, c'est une question que je laisse ouverte à la discussion. C'est sûr qu'on peut craindre une pénurie, parce qu'avant, on avait ce système d'échange, entre guillemets, qui ne va plus exister. Et je pense que les femmes, quand elles vont faire de l'autoconservation, voilà, elles ne vont pas forcément avoir envie de donner à notre couple, de donner ces gamètes, une femme. Donc, et peut-être et c'est ce qu'on a déjà dit dans les débats, c'est que la femme va peut-être tomber enceinte et qu'elle n'aura jamais besoin de ces gamètes. Et on va se retrouver avec des stocks dont les femmes ne voudront pas forcément donner ni à la recherche, donner à notre couple, hein, c'est sûr. C'est sûr, ça on va voir avec la pratique. Là, on ne sait pas. Là, on ne peut pas savoir. Mais on peut craindre qu'il y ait encore moins d'ovocytes. Oui, mais de manière générale, on voit que alors là, on n'est pas sur les ovocytes, mais tout à l'heure, on en parlait par rapport au don et la levée de l'anonymat. De manière générale, c'est quelque chose qui revient souvent dans le propos. C'est la crainte, finalement, d'une forme de pénurie des dons, d'un côté parce que l'anonymat est levé, et là parce qu'on impose une contrepartie, et ça pourrait, dans un cas comme dans l'autre, limiter finalement l'accès à certaines personnes à leur projet. Alors, est-ce qu'il est possible de choisir la destination de ces ovocytes, c'est-à-dire les flécher soit pour la recherche, soit pour un projet parental? Totalement. C'est-à-dire que là, c'est un régime qui a toujours existé. Quand on n'a plus de projet parental sur ces gamètes, on a le choix, on a un triptyque, enfin encore un triptyque, c'est-à-dire soit on donne à la recherche, soit on donne pour un accueil, on peut lui donner, soit c'est ce qu'on appelle la filière tri, c'est-à-dire la poubelle. C'est un choix qui se fait sans hiérarchie. Il n'y a pas de jugement de valeur, vous faites ce que vous voulez. Et quand vous n'avez plus de projet parental, régulièrement, on vous relance pour savoir que voulez-vous faire de vos gamètes, voire de vos embryons, s'il y a un embryon. Et à bout d'un moment, si vous ne répondez pas, on va les décongeler. Voilà, il y a toute une procédure de relance. Et également le cas quand on est si on avait fait des couples hétérosexuels qui avaient un projet parental, si un des membres du couple est mort, il n'y a pas de procréation post-mortem autorisée, donc le conjoint, la personne survivante, la femme, ne peut pas utiliser les gamètes de son conjoint décédé, ni l'embryon qu'elle aurait pu faire avec un projet parental. C'est interdit pour le moment. J'avais entendu dire qu'il y avait une situation pour laquelle la veuve avait pu bénéficier du sperme de son mari. Ça avait fait l'objet de... Oui, en fait, on a une jurisprudence parce qu'en fait, ils voulaient récupérer le sécos, refusé et appliquer la loi, a refusé de donner les gamètes. Je sais qu'il y avait un embryon des gamètes. Après, parce que l'ABM, en fait, on faisait transmettre la demande à l'agence de la biomédecine. L'agence de la biomédecine ne voulait pas donner les gamètes. Il y a eu plusieurs cas et en fait, cette dame, elle a profité du fait qu'elle était d'origine espagnole. Ça a été au tribunal et elle a dit moi, je veux repartir avec les gamètes en Espagne. Et donc, en gros, je vais me faire inséminer en Espagne parce qu'en Espagne, c'est possible dans le délai d'1 an à partir du décès du mari. Il faut savoir que le délai est incompressible. C'est 1 an à partir du décès, il n'y a pas de prolongation possible. Donc, on était en référé.
Et comme elle avait des origines espagnoles et qu'en Espagne c'est autorisé, on l'a exceptionnellement autorisée à le faire. Bon, on ne doute pas un seul instant que cette dame, après, elle va revenir en France pour vivre. Bon, voilà. Et il y a eu un autre cas de figure où là, ça n'a pas été autorisé parce qu'elle n'avait pas d'origine espagnole. Les origines espagnoles ont aidé dans cette affaire. Mais pour autant, la procréation post-mortem, qui n'a pas du tout été évoquée quasiment lors de ces débats, de manière étrange d'ailleurs, il n'y a eu aucune revendication. Parce que j'étais persuadée que par effet de domino, dès lors qu'on allait accepter l'AMP pour une femme célibataire, donc finalement je suis seule en tant que parent, on aurait pu admettre l'AMP en procréation post-mortem. Et en fait, ça n'a à peine été abordé. Le Sénat a vaguement souhaité le mettre, mais je pense qu'on n'est pas du tout dans la même philosophie, parce que quand on est veuve, parce que c'est les veuves qui veulent récupérer, on n'est pas du tout dans la même situation que quelqu'un qui est célibataire et qui demande des gamètes. Là, on a un problème de deuil à faire. Et ça peut être, d'un point de vue éthique, très dangereux pour l'enfant à naître. Pour ça, on n'est pas dans la même philosophie, dans les mêmes problèmes éthiques, même si on est seul. Et on peut dire, je vais récupérer les gamètes de mon conjoint. Voilà, mais on n'est pas là, c'est problématique par rapport à la femme et à l'enfant à naître, qui peut être très perturbé du fait que sa mère l'a fait alors que son père était mort. Ça peut être très compliqué. Très compliqué. Ouais. Est-ce que nous avons encore une ou deux questions qui arrivent? Alors, une question sur l'établissement de la filiation de l'enfant né d'une AMP envers les couples de femmes ou femmes seules soulèvera-t-elle des difficultés? Pour Bérangère. Donc, j'attendais la question, mais comme je devais faire succinct. En fait, ce qui va se passer, c'est que la loi a prévu que, de toute manière, la femme qui accouche est la mère. Ça ne change pas, c'est un principe fondamental, un usage. Sauf que cet usage, on l'a entériné dans la loi, puisqu'on a dit que maintenant, c'est parce qu'il n'y avait pas de loi qui le disait, en fait. C'était qu'un adage, un usage. Et donc, la filiation sera donc établie juridiquement, légalement, par rapport à la femme qui accouche et pour la femme qui n'accouche pas. Donc là, il va falloir qu'il y ait une reconnaissance conjointe des deux devant notaire, préalablement. Et après, on retourne dans le processus habituel qui est le fait qu'on ne peut pas se déjuger. À partir du moment où vous êtes engagé devant notaire, vous ne pouvez pas après remettre en cause cette filiation qui, par définition, est fictive. C'est une fiction juridique. Donc voilà. Donc il y aura a priori, il n'y aura pas de problème au niveau de la filiation, puisque le droit de la filiation a été changé à cette fin. Alors, Monsieur Manguené, là, je n'ai pas compris la question. Vous vouliez poser une question. Y aura-t-il une reconnaissance devant notaire de l'enfant à naître par la mère? Et après, je vous laisse la parole, Monsieur Manguené. La mère numéro 2. Donc, celle qui n'a pas accouché. A priori, il y a une reconnaissance conjointe avant. Mais je pense qu'il n'y a aucune raison que ça ne puisse pas se faire. Après, il faut que je regarde précisément le texte. Et là, c'est un peu compliqué. Mais je pense qu'il n'y a aucune raison, puisqu'on a admis le fait. Donc, dès qu'ils sont d'accord, il y aura une reconnaissance. Parce que par définition, la personne, elle n'est pas la mère. Oui. D'un point de vue génétique, elle n'est pas la mère. Donc s'ils sont d'accord, il y aura filiation, mais il faut que ça se fasse devant notaire. Voilà. Oui, pardon, je prends du coup la parole avec le micro, si vous m'entendez. Oui, on vous entend. Oui, c'était par rapport, pour établir un parallèle avec ce qui se fait déjà pour un couple dont l'homme ne peut pas procréer et donc fait appel à des dons de gamètes mâles. Je sais qu'ils doivent passer devant notaire avant pour que le futur père ne... Oui, il ne peut pas se déjuger. Voilà, c'est ça. Il est engagé. Je voulais savoir si c'était la même chose du coup pour la mère numéro 2, celle qui ne portera pas. Oui, c'est la même philosophie. Hein. Je veux dire, de toute manière, on sait que le parent n'est pas le parent génétique, donc c'est la même philosophie. Ok, merci. Monsieur Manguené, je vous laisse si vous voulez allumer votre micro, votre caméra. Merci, monsieur Bloch. Donc, Fondation Anthony Manguené. En tant que gynécologue accoucheur et fiviste,
Je partage les difficultés dans lesquelles on se trouve face à certaines situations et qui ont été très bien exposées jusqu'à présent. Et d'ailleurs, je remercie Madame Bérangère Legros pour la qualité de sa clarification, effectivement, de cette nouvelle loi. Alors, j'aimerais poser une question d'ordre pratique et d'ordre général et qui touche un peu le fond de cette loi et de ce qui se passe dans notre société. Nous avons parlé de l'information au niveau du patient. Concernant les implications, les conséquences, etc. Pardon. Par contre, nous savons que tout praticien et tout système peut être pris par le temps et que l'information peut être succincte aussi, ou parfois mal comprise. Au-delà du patient, ne pourrait-on pas remonter en amont, c'est-à-dire donner une information beaucoup plus large au niveau de la société concernant cette nouvelle loi, de façon à anticiper les difficultés et puis surtout amplifier cette information et éclairer les personnes quand elles seront face à une situation donnée. Et ça leur permettrait peut-être de prendre plus facilement une décision et aux praticiens d'avoir un ensemble de questions-réponses qui seraient peut-être beaucoup plus objectifs et plus fiables. Alors, c'est un gros problème de fond, ça demande beaucoup de temps, mais je pense qu'il devrait être possible d'avoir une information beaucoup plus large au niveau de la société et que ça ne reste pas dans des groupes restreints, praticiens, éthiques, etc. Et nous sommes face à une question éthique fondamentale au niveau de la société. Merci d'une éventuelle réponse et je partage ce que disait Madame aussi Maryse Fioranza sur les futurs projets de loi et peut-être les tentatives qui sont faites pour amplifier par la suite. J'arrête ma question. Merci pour la réponse. C'est un des enjeux des rencontres d'Hippocrate, mais vous avez raison, ça reste quand même dans un cercle assez fermé. Mais après, on a vu dans l'élaboration justement de cette loi bioéthique, les ateliers qui ont précédé son élaboration, les groupes de réflexion, la volonté, c'était justement d'associer l'ensemble de la société. C'était quand même des groupes toujours d'initiés qui travaillaient sur ces questions. Donc, je partage effectivement votre sentiment qu'on sent à travers votre question. C'est très difficile d'associer l'ensemble d'une société à ce genre de questions. Et une fois que le texte est voté, c'est également très difficile de diffuser l'information à l'ensemble d'une société sur des questions qui sont complexes, hein, bien évidemment. Donc, c'est vrai que c'est un travail de fond. Et ce qui peut être dommageable, je crois surtout, et c'est l'intérêt de ces conférences, c'est la retranscription de ces textes par les médias qui peuvent se focaliser sur des points qui ne sont pas forcément essentiels ou les problématiser de la façon qui n'est pas forcément la plus satisfaisante. Voilà ce qu'on nous dit, hein, le grand public a été mis au courant via les journalistes à la télévision. Bon, évidemment, ça fait partie de l'information, mais est-ce que c'est une information qui, d'un point de vue qualitatif, est suffisante pour véritablement prendre la pleine mesure des enjeux, des questions qui sont posées à travers ce type de texte? C'est pas forcément certain. Mais voilà, malheureusement, la solution, personnellement, je ne l'ai pas. Si quelqu'un l'a, qui n'hésite pas à se manifester. Ce n'est pas une solution, mais c'est des pistes quand même qui ont déjà été anticipées, je pense, par le législateur, c'est qu'il puisse y avoir des états généraux, des débats publics plus fréquents, puisqu'il a été demandé aux CCNE qu'il y ait des débats publics qui soient menés tous les 2 ans, donc plus fréquemment que les états généraux, juste avant les révisions des lois de bioéthique. Donc effectivement, bon, ce sont peut-être des vœux pieux, mais je pense que tous les organismes, la Fondation Minguinet, les RENA, le BA, bien évidemment les conférences LEH participent de cette volonté d'inclure les personnes dans cette réflexion et dans cette formation, débat. Mais c'est à faire. Voilà, il y a du travail sur la planche. Qui doit le faire? Ce n'est pas des solutions, mais c'est des pistes en tout cas de mise en place de cette formation du grand public. Alors, est-ce qu'il y a une vulgarisation quelque part de ces textes? Alors, bon, je sais, Bérangère, il y a eu tu as écrit hein, sur ces questions. Alors, ce n'est pas forcément de la vulgarisation, mais on l'a bien vu ce soir. Ton propos est quand même tout à fait accessible parce que tu fais justement l'effort toujours d'avoir une approche pédagogique
Et on le retrouve dans les écrits qui ont été faits, que tu as fait sur cette question. Donc, je pense qu'aux études hospitalières, donc notre partenaire du soir, il y a des écrits sur cette question de la loi bioéthique qui sont parfaitement accessibles à un public qui n'est pas un public initié aux questions de génétique, aux questions de bioéthique. Donc, il existe des textes. Maintenant, voilà, dans le grand public, j'en suis pas forcément certain, mais on peut trouver quand même des choses intéressantes. Écoutez, je vois qu'il est presque 20 heures, donc sauf question de dernière minute, je vais peut-être mettre fin à cette rencontre d'Hippocrate, qui était, je l'espère, la dernière en distanciel. Non pas que ce soit désagréable, mais c'est encore plus agréable d'être ensemble. Comme vous l'a dit Sébastien, la prochaine rencontre d'Hippocrate, elle a lieu le 18 octobre, avec donc une intervention d'un philosophe qui est Éric Fiat, dans les locaux de la faculté de droit, place Péberlan. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire et à venir participer physiquement cette fois-ci à ces rencontres d'Hippocrate. Alors, il faudra un pass sanitaire pour entrer dans l'amphithéâtre. En revanche, il n'y a pas de jauge à ma connaissance. On pourra éventuellement tous et toutes vous accueillir. Mais voilà, les étudiants n'ont pas besoin de pass sanitaire, mais le public, les personnes venant de l'extérieur, doivent présenter un pass sanitaire pour accéder aux locaux de l'université. Voilà, merci à nos deux intervenantes de ce soir, Véronique Avrousse d'abord et puis ensuite Bérangère Legros. Merci d'avoir participé à la meilleure connaissance de ces textes, parce que c'était bien quand même l'objet de tout cela. Pour les gens habitant à 200 km, une visio sera possible, oui, c'est-à-dire que les rencontres d'Hippocrate continueront à être filmées. Alors, vous ne pourrez peut-être pas le voir en direct, on va voir ça d'un point de vue technique, mais il y aura une vidéo qui sera déposée sur le site de LEH postérieurement à cette rencontre. Alors, on me dit que les inscriptions sont closes. Je ne sais pas, moi, Sébastien, si tu es quelque part par là, est-ce que les inscriptions sont closes ? Les inscriptions ne sont pas encore ouvertes. Ah voilà, ok. Non, je crois que le délai était déjà terminé, donc voilà, c'est pas encore ouvert. Okay. C'est pas encore ouvert. C'est pas encore ouvert. Donc... En complément de ce que tu disais, Laurent, les étudiants du master de droit de la santé vont faire une synthèse de cette rencontre. Donc elle sera disponible à l'écrit. Voilà. Parfait. Et j'en profite pour les remercier, les étudiants du master de droit de la santé. Voilà, qui sont sur le pont pour ce genre de rencontre. Écoutez, merci à tous. Je vais vous souhaiter une bonne soirée. Je vais clore tout ceci. Si vous voulez le revoir, il ne faut pas hésiter. C'est sur le site voilà, que vous avez sous les yeux les références, dont vous avez les références sous les yeux, et vous retrouvez l'enregistrement de toute cette soirée. Voilà, merci à tous. Et puis, une très bonne soirée. Et puis, peut-être à bientôt. Merci à Bonsoir. tous. Merci à tous, bonsoir. Bonsoir.